Bonjour à tous, bienvenue à la 14e édition du Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, concours qui récompense chaque année les entrepreneurs qui inventent le commerce de demain. Alors on va passer une heure ensemble, une heure pour découvrir d'abord les lauréats de cette année bien sûr, et puis je vais avoir la chance d'être entourée de certains membres du jury pour discuter un petit peu de tous les enjeux que traverse le retail en ce moment. Alors pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Jean-Marie Tritant, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield. À vos côtés, Marc Ménazé, bonjour. Bonjour. Fondateur de Founder Future. Et puis Catherine Barba, bonjour. Bonjour. Président de CB Group. D'abord, c'est vrai qu'on a eu quand même une année extrêmement particulière sur le retail, avec des fermetures, des ouvertures, des commerces essentiels, non essentiels, on ne savait plus trop où on était. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, chez Unibail-Rodamco-Westfield, Jean-Marie Tritant? Quel est votre retour d'expérience sur cette année? Alors, ça a été une année particulièrement animée et chargée. Donc, je voudrais d'abord saluer la qualité des équipes et le travail, la résilience des équipes et la façon dont elles se sont engagées à notamment préparer des parcours de visite les plus safe possibles en matière de sécurité sanitaire, et puis également de préparer la réouverture avec les commerçants. Donc, on en a fait quand même 3 maintenant de réouverture. Le grand enseignement pour moi, c'est le développement d'une lame de fond qui était déjà présente, c'est l'omnicanalité. Le fait que le client est omnicanal. Et donc ça, c'est ce qu'on a dû apprendre, nous, à accompagner de façon plus directe, avec des services comme le Pass at Westfield, où on peut réserver sa visite dans un magasin, Drive at Westfield, où est-ce qu'on peut aller chercher sur le parking ou se faire livrer sur le parking les produits qu'on a commandés en ligne depuis le magasin. Et puis aussi travailler les expériences, redonner du sens au lien social, réinventer l'être ensemble, parce qu'on a été éloignés les uns des autres pendant plusieurs mois, et qu'on voit qu'il y a un véritable appétit de nos clients, de nos visiteurs, pour revenir ensemble, avoir de nouvelles expériences et recréer du lien social qui s'est évidemment pas mal distendu pendant ces mois de confinement. Et cet appétit, on l'a vu là encore le 19 mai, avec la fréquentation des cinémas qui ont mis en place des mesures sanitaires drastiques et qui, pour autant, ont connu un mercredi qui est quasiment équivalent à un mercredi normal. Ouais. Donc pour dire l'appétit des gens pour retourner vers le cinéma, ce qui est une très bonne nouvelle. Les terrasses aussi qui étaient pleines, et puis notre service de réservation en ligne des visites dans les magasins qui a également fait un carton, si je puis dire, en matière d'utilisation. Bon, alors si je comprends bien, Catherine, en fait, le magasin n'est pas du tout mort. Ah, le magasin n'est pas mort. Je ne sais plus en quelle année j'avais écrit ce magnifique ouvrage. Vous l'avez lu, j'espère. On l'a tous lu, évidemment. Ouais, écoute, c'est vrai qu'il est moins mort que jamais, hein, comme dit Jean-Marie, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revoir des vrais gens, tu vois, de se retrouver en terrasse dans les magasins, ce lien social, qu'est-ce que ça nous manquait. Donc bien évidemment, on a envie de retourner en magasin. Maintenant, je suis pas persuadée qu'il soit exactement celui d'avant. Ouais. C'est pas le même qu'avant. Je parle avec ma casquette de cliente en fait. Hein. Là, je me dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de plus? C'est vrai que pendant la crise, qui a été un formidable accélérateur tendanciel, on est tous allés sur le digital par nécessité. Hein. Ça restera. On va quand même toujours continuer à acheter en ligne et on attendra toute cette fluidité entre le magasin et le digital. J'achète en ligne, je vais retirer en magasin, je vais en magasin, on me livre chez moi. Donc toute cette fluidité-là, c'est sûr que je vais l'attendre plus que jamais. Donc le magasin, il doit être d'emblée pensé physique, digital et logistique. Après, peut-être qu'il va y avoir aussi un retravail. Je ne sais pas comment ça se passe chez Westfield, mais il y a peut-être un downsizing de certains lieux. On va peut-être en supprimer certains, en garder d'autres, parce que ça a redistribué quand même un peu la cartographie, tu vois, de l'emplacement physique. Donc ça aussi, ça va probablement changer. Après, d'un point de vue de cliente, qu'est-ce qui change pour moi aussi? L'accueil, évidemment. Plus que jamais, j'attends d'être accueillie avec un énorme niveau d'exigence, de considération, d'amour. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut prendre grand soin des équipes de vente, plus que jamais. Là, ils ont quand même un peu morflé pendant le confinement, elles se sont retrouvées sans rien faire. Peut-être qu'il faut encore plus leur dire qu'elles ont un rôle à jouer, même si le digital grandit, changer la rémunération des équipes peut-être, je ne sais pas, les équiper pour qu'elles deviennent des animatrices de communauté en ligne. Enfin, ouais, c'est la renaissance du commerce, quoi. Marc, vous avez l'impression aussi comme ça qu'il faut replacer le vendeur au cœur du magasin ?
Surtout, non seulement, moi j'ai toujours une estime extrêmement élevée de la fonction commerciale. Moi j'ai un patron qui dit vive les vendeurs à longueur de temps. Et il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, on le salue. Il a parfaitement raison. Je crois que la fonction commerciale, en fait, peu importe la façon dont c'est fait, c'est un peu le poumon de l'entreprise. D'ailleurs, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, on a plutôt tendance à extrêmement bien la valoriser. Et en France, on ne l'a pas assez valorisée pendant très longtemps. Je crois que, alors moi je prends ma casquette vraiment d'entrepreneur de la tech, on a vécu des mois justement, on a été au service du client, que ce soit dans l'équipement de la maison, que ce soit dans l'alimentaire. Je pense à toutes ces journées qu'on a vécues chez Épicerie, qui est une de mes entreprises, où on était un des rares à livrer pendant le premier confinement, et finalement d'être un partenaire du commerce traditionnel, puisque chez Épicerie, on représente tous les commerces de quartier qui ont pu livrer grâce à nous les gens qui demandaient quelque chose, c'est à pouvoir manger matin, midi et soir. Il faut que tu me redises, parce que moi qui étais aux États-Unis pendant 5 ans, j'ai pas trop suivi Épicerie, pardon, mais tu peux redire en 2 mots ce que c'est? Épicerie, c'est la marketplace des commerces de quartier. Pardon, c'est l'équivalent aux États-Unis qui est Barack Obama de Uber Eats et de DoorDash aux États-Unis, mais sur les commerces de bouche de quartier. Et donc voilà, donc c'est pour moi un bon élément qui matérialise le partenariat entre le physique et le digital. Et je crois que, et je m'arrêterai là-dessus, je crois que moi je pousse énormément nos entreprises du digital à matérialiser leur expérience dans le physique, parce que je crois que ce qui crée la préférence de marque, ce qui crée ce qu'on appelle le fameux top of mind, la présence à l'esprit, c'est justement l'utilisation de l'ensemble de ses sens. Et je crois que Jean-Marie est en excellente position avec toutes les équipes d'Unibail Westfield pour justement approcher cette nouvelle ère. Oui, c'est ça en fait. Il faut que le centre commercial reste un lieu d'entertainment, de loisirs, un lieu de rencontre, de lien social, Jean-Marie Tristan. C'est un lieu de vie, le centre commercial. C'est un lieu de destination. C'est un lieu où on va rarement seul. On y va en famille, on y va entre amis. On a même coutume de dire chez nous qu'on y va comme une tribu. Et donc, certains jours, on va y aller avec la tribu des collaborateurs, des employés avec qui l'on travaille. Et un autre jour, on va y aller avec la tribu de nos amis ou la tribu de notre famille. Donc, c'est des moments différents. Et nous, on doit être là pour accueillir ces moments différents. Donc, c'est toute notre politique d'accueil, tout le travail autour de recevoir des gens. Nous, notre métier, en fait, c'est de recevoir, d'animer, de donner aussi la possibilité de découvrir des nouvelles choses. D'où l'importance pour nous de ce prix des jeunes créateurs de commerce. La nouveauté est un élément important. Pour revenir sur ce que disait Catherine, la fluidité également. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, tout semble facile. Il y a énormément de logistique derrière tout ça, énormément d'organisation derrière le digital. Et le lien entre le physique et le digital, le consommateur, quelque part, il ne le sent plus. Il ne veut plus voir qu'il y a une différence entre son expérience digitale et son expérience en magasin. Et la grande différence entre le digital et le magasin, ça va être le conseil, ça va être le lien, le contact physique avec les équipes commerciales, avec le directeur de centre, avec notre concierge à l'accueil, et qui va permettre en fait de faire une expérience totalement fluide et où on élimine les micro-stress et on se concentre sur la qualité de son expérience personnelle et du lien qu'on veut avoir avec les personnes avec qui l'on est. Ouais. C'est vrai que sur l'importance de la logistique, ça va aussi peut-être nécessiter un petit peu d'investissement de la part des commerces pour qu'ils se réinventent et que finalement on ne voit plus toute cette difficulté logistique derrière, Catherine. Ouais, c'est vrai, il se passe tellement de choses en coulisses qu'on ne voit pas quand on est client et c'est ça la beauté en fait de l'omnicanal. Mais il y a un truc que quand je vous écoutais tous les deux qui m'est venu en tête, c'est quand Marc disait nous on encourage les sociétés du digital à aller en physique, c'est quand même pas le même métier quoi. On est très 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 loin et je me disais quel est le rôle finalement d'un Unibail Rodamco pour aider pour la logistique, mais pour tout le reste, tu vois, à aider. On voyait hier, pendant le Grand Prix, une boîte qui fait près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires que en ligne, et c'est extraordinaire, qui va aller en physique. C'est un sacré défi, non ? Moi, je m'interroge toujours sur... Il y a une nécessité à aller en physique pour embrasser le client, pour avoir une vraie relation, mais c'est pas parce que tu as bien marché en ligne que ça va marcher en physique, quoi. Ça, c'est vrai. Marc, comment vous appréhendez ça, vous qui êtes investisseur et qui poussez justement vos boîtes à aller sur le physique ? Vous les accompagnez comment ? Parce qu'effectivement... comme tous les sujets dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on essaie de ramener les forces vives, de recruter au mieux et de se dire que justement, il faut être sachant
dans ces métiers. Et donc, notre métier d'investisseur et d'entrepreneur, c'est de connecter nos entrepreneurs au marché et aux meilleures personnes pour faire. Je crois et c'est pas seulement avec le retail, c'est avec... pardon, je bouscule tout. Vous allez me faire tomber les prix. Mais c'est l'excitation de tout, voilà, et de la reprise. Voilà, de ramener des forces vives autour de chacun des projets qu'on finance et qu'on accompagne. Mais si je peux rebondir sur un point, juste parce que je crois que c'est pas Marc qui pousse ces entreprises à aller vers le physique. Ce qui était très intéressant hier, c'est ce que nous ont dit toutes ces enseignes. Dans vos délibérations du jury, oui. Non, mais c'est que les présentations, c'est le client qui demande où est-ce que je peux vous voir. Et sur cette entreprise dont on parle, c'est une entreprise qui est exceptionnelle. Donc, le produit, l'entrepreneur est vraiment exceptionnel. Le sujet, c'est le client lui demande mais où est-ce que je peux vous voir, où est-ce que je peux toucher le produit, où est-ce que je peux avoir l'expérience du produit, où est-ce que je peux connaître la marque. Mais c'est là où ça rejoint tout à fait ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'à un moment, quand même, on a besoin des 5 sens, quoi. Totalement. Totalement. Et sur un écran, quelle que soit la qualité du site, quel que soit le niveau de conseil que vous pouvez avoir, sur un écran, le produit il reste en 2D. Et vous devez juste swiper, surfer. L'intérêt de la boutique et ce qui fait la différence de l'expérience, et certains de nos grands retailers sont très forts là-dessus, c'est que quand vous rentrez, l'écran il a de la profondeur, il est 3D, et vous avez une multiplicité d'expériences, de projets, de produits que vous voyez et qui vous interpellent en fait et qui crée un peu cette excitation d'essence que vous avez quand même moins sur un écran. Mais c'est ça, Catherine, finalement, la boutique devient plus que jamais un lieu d'expérience. Oui, c'est vrai. Et il y a les technologies qui vont dans ce sens aujourd'hui. Quand j'ai commencé dans des temps immémoriaux, autant vous dire que c'était un peu poussif d'acheter en ligne. Ouais. Aujourd'hui, il y a une grande tendance qui est arrivée en Chine il y a quelques années, aux États-Unis, et qui arrive en France, c'est tout ce qui est live shopping. Live shopping, oui, absolument. On redécouvre le téléachat. Le téléachat sur mon iPhone, mais c'est extraordinaire. Un vendeur physique me donne rendez-vous ou un influenceur sur mon iPhone. Je le vois, il me présente son truc, je peux swiper, cliquer, acheter. Moi, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Pop Shop aux États-Unis. J'étais parmi les premiers investisseurs. Une jeune nana impressionnante qui m'a expliqué en une demi-heure l'avenir, comment les Gen Z achètent en ligne. Déjà, un entrepreneur qui t'explique, qui t'apprend quelque chose, c'est extraordinaire. Enfin, c'est comme ça qu'on les aime. Hein. Et donc, j'ai investi. Et là, elle vient de lever $100 millions auprès d'un des plus grands fonds de la Silicon Valley. Et c'est fou. Il y a une énorme tendance. Donc, c'est sûr que il y a cette fluidité, il y a ce plaisir d'acheter qui remplacera jamais le physique, on est d'accord. Ouais. Mais la techno, quand même, est en train de faire des pas de géant. Quoi. Moi, Mais on va la retrouver dans les boutiques. Ouais. Cette technologie, on la retrouve dans les boutiques, on va la retrouver, nous, dans ce qu'on fait aussi. Enfin, on reparlait de la logistique. Nous, notre métier, c'est de faciliter, en fait, aussi la logistique pour les commerçants. C'est pour ça que là, on a lancé ça paraît simple, en fait, quand on y pense, mais c'est juste des kiosques disponibles pour le click and collect à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour les clients. Donc vous pouvez acheter comme des casiers, c'est ça? Comme des casiers, exactement. Des casiers disponibles en extérieur, 24/24. On va faire l'expérience, on la lance là sur Vélizy 2 dans quelques jours. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que les gens, au moment où ils ont envie d'aller chercher le produit, il faut qu'ils puissent aller le chercher. Eh ben super. Eh ben moi, ça m'a bien donné envie de découvrir le palmarès. Donc on va découvrir le premier lauréat du Grand Prix Commerce, c'est le prix Pop-Up. Je voudrais quand même d'abord citer les 8 finalistes du concours. Bonsoir, By Charlot, Daily Routine. En second lieu, Grindy Pact, Horace, The Blonde Cactus et Bottle. Marc, vous restez avec moi tout de suite, c'est le prix Pop-Up. Et donc, c'est l'heure de découvrir le prix Pop-Up qui récompense un concept prêt à être déployé en Pop-Up Store dans un centre de shopping. Le lauréat de ce prix est accompagné dans le lancement d'un commerce éphémère dans un centre de shopping Unibail Rodamco Westfield dans la limite de 100 000 € hors taxe. Marc Ménacher, fondateur de Founder Future, toujours avec moi. Et donc, le lauréat de ce prix Pop-Up, c'est Barbara Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO de The Blonde Cactus. The Blonde Cactus, c'est le fleuriste de demain. Comment est-ce que vous pouvez nous résumer votre concept ? Oui, bien sûr. The Blonde Cactus, c'est un fleuriste dit alternatif fait pour tous ceux qui n'ont pas la main verte. En fait, chez nous, on ne propose que des fleurs séchées, des plantes autosuffisantes et de la décoration recyclée. Mais les fleurs séchées, ça marche encore aujourd'hui ? Mais ça marche plus que jamais. C'est vrai ? Et oui, la tendance revient vraiment au goût du jour. C'était un peu connoté années 70, 80, vieillot. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a jamais eu autant de succès.
Et c'est un produit qui est ultra pluriel et qui permet en fait de fleurir sa maison sans contrainte d'entretien. Alors Marc, vous qui êtes hyper attentif à des questions de durabilité, là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, je suis non seulement attentif à les questions de durabilité, et je suis extrêmement sensible à cet engouement entrepreneur, aux fleurs, à la couleur et à cette reprise, et surtout à l'engouement que j'ai quand je vois des figures entrepreneuriales comme Barbara. Parce que c'est en fait en voyant des gens comme Barbara que je me dis que j'ai énormément de chance de faire mon métier. Parce que Barbara, elle nous a éblouis. Moi, elle m'a ébloui par sa simplicité, sa qualité dans son pitch, sa promesse, des choses au fond où elle a remis, je trouve, au goût du jour, des choses simples. La couleur, une fleur, c'est quelque chose qui fait plaisir. Un achat plaisir, elle parlera de ces pop-up qui font plus de 300 mètres carrés et qui sont une véritable expérience avec un marché aux fleurs à l'intérieur d'un espace. Et bravo Barbara à toi. Merci. Parce que franchement, tu m'as fait voyager. Ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Merci. Alors c'est quoi ces pop-up? Moi je veux savoir maintenant. Alors les pop-up en fait ils ont démarré un petit peu avant la crise sanitaire. En boutique, on crée des shop-in-shop et on faisait des réductions, des ventes privées en fait sur les collections, les anciennes collections de The Blonde Cactus. Est arrivée la crise sanitaire et on s'est retrouvé qu'un surstock. Et en fait, l'intelligence à ce moment-là, c'était de savoir un petit peu comment on allait réinventer le commerce de demain et notre business model. Et on s'est dit que en fait, toutes nos anciennes collections et tout notre surstock, on allait implanter le concept de The Blonde Cactus, ses produits et ce surstock dans des lieux beaucoup plus grands, hors des murs de notre boutique traditionnelle, et de faire venir les gens et de proposer en fait des prix particuliers pour ces ventes et de réinventer en même temps l'expérience client lors de ces pop-up. Donc marché aux fleurs, bar à bouquets, bar à plantes, décoration recyclée et responsable à la disposition des clients pour mettre à la fois les fleurs et à la fois les plantes. Donc vraiment une offre qui est plurielle et expérientielle. Quand vous travaillez justement sur votre déco recyclée, ça veut dire quoi une déco recyclée? Une déco recyclée, ça veut dire que vous avez des pots, des vases qui peuvent être à la fois vintage, donc ce qu'on appelle aujourd'hui upcyclé. Donc on va remettre au goût du jour, on va redonner une seconde vie à un objet tel qu'un vase, ou alors ça peut être un vase qui va être issu de matériaux recyclés comme du verre recyclé ou de la terre cuite recyclée. Voilà, donc tout simplement des matériaux, des matières premières qui vont être issues du recyclage. Marc, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut absolument être for good quand on démarre une entreprise? Ah ouais, c'est une conviction très forte que j'ai depuis maintenant plusieurs années. Et d'ailleurs, on essaye de flécher au maximum notre argent d'entrepreneur dans des business qui font du bien. Ouais. Probablement des business qui font du bien, mais qui parlent aux consommateurs, qui sont très bien disants. Et c'est là où je vois en Barbara justement cette volonté de non seulement avoir un business qui est très efficace et en même temps faire du bien à la planète, parce qu'elle utilise quand même tous les modèles entre l'upcycling, le fait que ce soit des fleurs séchées, etc., qui sont respectueux. Et puis moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'elle crée l'événement en faisant plaisir aux gens et avec un business model redoutable. Donc franchement, bravo. Et votre vision du digital, alors, parce qu'on n'a pas parlé du digital, vous êtes présent sur le digital aussi? Oui, on est présent sur le digital. On est en train de développer un nouvel e-shop qui va reprendre exactement le même modèle qu'en fait de nos braderies florales physiques, mais en ligne, pour pouvoir toucher encore plus de monde. Donc on est en train de repenser toute l'expérience client en fait sur un nouveau site e-commerce où on va proposer des ventes à thème, événementialiser en fait au maximum le digital. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi important de retenir chez nous, c'est qu'on a réussi à faire du digital to store et d'attraper les gens en fait sur le digital grâce à des réseaux incroyables comme Instagram, comme Facebook Ads, etc., pour les faire venir en fait dans nos événements et pour communiquer sur nos événements. Merci. Alors justement, ça va faire une excellente transition puisqu'on va parler des enjeux du digital dans le retail dans un instant. Merci beaucoup et félicitations. Merci Barbara beaucoup. Dupuis, CEO de The Blonde Cactus. Et merci à vous également, Marc Ménassé, fondateur de Founders Future. Avec merci. Plaisir.
Et on va donc parler maintenant des enjeux du digital dans le retail en compagnie de Julie Villet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la stratégie marketing et innovation chez Unibail-Rodamco-Westfield et Nathalie Bala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de La Redoute. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le digital dans le retail, mais on a du mal à savoir vraiment ce que ça recouvre. Julie Villet, c'est pas juste la tablette, c'est bien plus large que ça, le digital dans le retail. Ah, le digital dans le retail, c'est plus large que ça. Je pense que c'est fondamentalement l'expérience client, comment on l'améliore avec une panoplie de services additionnels, d'outils additionnels. Et puis c'est une évolution des business models, et vous en avez parlé un peu plus tôt dans l'émission aussi, c'est le digital dans le retail, c'est finalement, on cherche le même objectif à la fin, satisfaire le client, lui apporter la meilleure expérience, générer plus de visites, générer plus de ventes, de la fidélité du client, mais le digital dans le retail, c'est quand même une autre manière de faire, des KPIs différents, des métiers différents. Et en réalité, c'est pour finalement servir les mêmes objectifs de plus de ventes, plus de satisfaction client. Donc oui, beaucoup de choses. Vous, Nathalie Bala, en fait, à La Redoute, vous êtes peut-être l'expérience la plus réussie, je sais pas, de la transformation digitale d'une entreprise, parce que vous avez compris ça quand vous avez repris La Redoute, en fait. Oui, tout à fait. On était sur un modèle catalogue et finalement ce modèle était en perte de vitesse. Et on a compris que si on n'avait mené pas une transformation digitale de fond, et c'est, comme ça vient de l'être dit, c'est utiliser finalement la technologie pour mieux servir les clients, pour leur proposer une offre plus pertinente, pour pouvoir avoir une qualité d'expérience beaucoup plus complète. Donc c'est une transformation qu'on a menée en passant du catalogue au 100% digital, voire même au phygital, puisqu'on a aujourd'hui des corners et des magasins en fait connectés. Alors pourquoi vous avez justement eu cette envie d'aller sur des magasins physiques ? Alors tout simplement parce que pour nous c'est un moyen de créer un lien additionnel avec les clients. C'est un lieu physique où finalement il y a une rencontre aussi avec des vendeurs, avec des conseillers, et notamment sur la maison, qui est une partie de notre business qu'on a fortement développée. On a estimé qu'il y avait besoin de créer du lien, de montrer la qualité de nos produits, le style de nos produits, que les gens puissent finalement se rendre compte du rapport qualité-prix-style exceptionnel qu'ils avaient, plus bénéficier du conseil en fait du vendeur, tout simplement. Comment est-ce que vous travaillez justement sur cette... parce que vous êtes chez Unibail-Rodamco-Westfield, donc vous êtes vraiment dans le physique pur, mais comment est-ce que vous appréhendez justement ces questions digitales, les réseaux sociaux ? Comment vous vous en servez pour faire finalement de vos centres commerciaux des lieux attractifs ? Je pense qu'on a tous touché du doigt un peu plus tôt dans les discussions pas mal de ces sujets, mais c'est vrai que nous, on est le lieu du commerce physique, où les gens prennent plaisir à se retrouver, être ensemble. Mais travailler avec nos partenaires retailers, en fait, c'est accompagner cette transition vers un modèle omnicanal. Et du coup, ça implique pour nous de trouver des solutions pour faciliter leur business et améliorer l'expérience de nos clients communs. Typiquement, sur la restauration, on sait tous que le food delivery a explosé. Ouais. Nous, le food and beverage chez Unibail-Rodamco-Westfield, c'est une catégorie qui est super importante, qui représente quasiment 15% de nos surfaces aujourd'hui. Ah oui, quand même. Donc c'est énorme. Et en réalité, quand un restaurateur vient chez nous, se pose la question du restaurant, de la taille de la terrasse, mais aussi comment je vais pouvoir faire du food delivery depuis chez vous, parce que c'est une partie de mon business qui est importante. Ouais. Nous, chez Unibail-Rodamco-Westfield, on s'est saisi du sujet, on a dit il faut qu'on travaille bien avec les plateformes, les Deliveroo, les Uber Eats, mais en Allemagne, c'est Lieferando, en Europe centrale, c'est Volt, pour travailler sur l'accessibilité back of house, donc derrière, dans les corridors de service, pour que les livreurs puissent facilement accéder aux cuisines, améliorer le temps de livraison, du coup, pour le client final. Ce qui fait que pour un client Unibail-Rodamco-Westfield, il peut être très content d'aller dans un restaurant dans son centre commercial favori, et en même temps, s'il a un restaurant qu'il adore, il peut se le faire livrer dans des conditions de livraison qui soient rapides, satisfaisantes et qui génèrent de la satisfaction. Ouais, ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure autour de la fluidité finalement de l'expérience pour le client, qu'elle soit sur le digital ou dans le physique. Mais nous, ça nous engage à questionner la manière dont on a travaillé jusqu'ici. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et c'est vrai. De repenser l'organisation, la disposition des commerces, pourquoi pas, j'imagine. Oui, les zones de stockage, l'accès au stock. Ouais. Comment on fait pour que ce magasin qui change dans son rôle, en fait, puisse nous permettre non seulement de vendre le produit sur place, mais aussi faire partir un produit à un client depuis le magasin. Enfin, c'est tous ces dark stores qu'on a vu exploser pendant le Covid. Mais c'est toute la dynamique de ship from store, en fait, dont on entend quand même beaucoup parler et que nous, on cherche à faciliter aussi. Qui a été d'ailleurs à l'origine de notre partenariat avec Zalando. Du coup, là, on est plutôt sur la mode. Mais de dire finalement, pour les clients Unibail-Rodamco-Westfield, quand ils sont sur Zalando et qu'ils cherchent une basket, au lieu de se la faire envoyer depuis un entrepôt central quelque part en Allemagne, ils peuvent se le faire envoyer depuis le
magasin le plus proche de chez eux, qui bien souvent est un magasin Westfield, ou en tout cas dans un centre commercial Westfield. Et du coup, à la fin, ça facilite l'expérience client, sa satisfaction puisqu'il a son produit plus vite. Nous, ça fait faire plus de travail et de business et de vente à nos magasins. Et donc, à la fin, tout le monde est gagnant. Nathalie, moi, je voudrais qu'on parle des réseaux sociaux. Vous avez mené un truc que j'ai trouvé formidable avec TikTok. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Oui, alors TikTok, c'est pareil, c'est comme le magasin. C'est finalement un moyen de créer du lien et de tisser du lien avec nos clients. Nous, notre vision, c'est d'embellir la vie des familles. On voulait s'adresser aux ados dans les familles. Donc, on a lancé le Redoute Challenge et on a invité les ados à poster des vidéos d'eux-mêmes pour pouvoir être sélectionnés pour le prochain shoot photo des ados pour la Redoute. Et on a fait un carton plein. On a eu 200 millions de vues. En fait, on a été nous-mêmes surpris par le succès finalement et l'emballement que cet événement a connu. Et c'est vrai que c'est un formidable moyen finalement de tisser du lien avec nos clients. J'ai des mamans qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'elles ont redécouvert la Redoute grâce à leur teenager de 11 ans, 12 ans qui s'était emballé pour le Redoute Challenge. Comment ensuite vous utilisez, parce que ce qui est intéressant aussi avec les réseaux sociaux, c'est que vous avez pas mal de data, j'imagine, derrière qui vous remonte. Comment vous l'utilisez ? Alors oui, pour nous, c'est bien sûr, comme le client est à distance, quelque part, c'est très important de collecter des données sur les clients pour mieux comprendre leur manière finalement d'interagir avec nous, que ce soit dans les produits qu'ils vont rechercher pour qu'on puisse leur proposer des produits qui leur correspondent, ou que ce soit aussi dans leur manière de naviguer. Est-ce qu'ils vont plutôt passer par le moteur de recherche? Est-ce qu'ils vont plutôt passer directement, en fait, en gros, sur une catégorie de produits? Et du coup, ça nous permet de changer l'ergonomie du site en fonction du client qui va venir pour le servir au mieux. Comment est-ce que vous utilisez, vous, les data chez Unibail Rodamco Westfield ? Est-ce que vous arrivez comme ça à optimiser les parcours clients ? Comment est-ce que vous vous en servez ? Alors, nous, je pense que ce qui est au cœur de ces questions, c'est la relation client, c'est comprendre au mieux ce qu'il attend pour le servir au mieux. Et donc, c'est vrai, quand on est un opérateur historiquement online, on comprend son parcours online. Nous, on est un opérateur historiquement physique, donc on a beaucoup vu cheminer les parcours clients dans le mail, quand il passe par telle zone du centre, est-ce qu'il va aussi descendre au rez-de-chaussée, est-ce qu'il va monter au deuxième étage. Donc, on essaye de travailler l'assortiment de nos enseignes de manière cohérente pour faire un parcours de visite qui soit le plus long possible. Donc ça, c'est vraiment la data du lieu physique, en comprenant les parcours de visite. Et ensuite, on cherche nous aussi à entrer dans une relation pluricanal avec ce client, et on a développé notamment grâce à notre programme de fidélité une relation individualisée avec plus de 14 millions de visiteurs aujourd'hui qu'on connaît du coup dans leur goût et avec lesquels on est capable d'interagir non seulement dans le mail, dans notre centre commercial, mais aussi quand ils sont chez eux pour leur dire tiens, t'es venu la semaine dernière, tu as acheté dans telle boutique, tu peux revenir parce que sache que cette fois-ci il y a une promotion sur le type de produit que tu aimes bien. Donc, on essaye de mapper cette relation client dans le monde physique et en dehors du monde physique pour prolonger la relation qu'il a avec Unibail Rodamco Westfield. Si je comprends bien, Nathalie, les réseaux sociaux, pour vous, pour la Redoute, c'est à la fois le moyen de créer un lien personnalisé avec vos clients, c'est aussi un moyen de leur donner de l'inspiration. Et ensuite, après, quand ils vont en boutique, c'est un peu comme s'ils étaient chez eux. Voilà, tout à fait, exactement. En fait, les réseaux sociaux, le digital, c'est de l'inspiration, c'est du choix, c'est de la largeur d'offres. Et en boutique, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent à la maison. Donc on a une bibliothèque d'inspiration, on a un café dans notre magasin rue d'Uzès. Il y a du conseil et on a essayé d'aménager de manière à ce que les gens se sentent comme à la maison et que cet embellir la vie des familles se concrétise finalement dans un lieu où on a envie de s'installer et d'habiter. Merci. On va justement retrouver le deuxième prix de cette cérémonie qui est le prix boutique. Nathalie, vous restez avec moi et puis Julie, on se retrouve tout à l'heure. Et le deuxième prix que l'on remet donc aujourd'hui est le prix boutique qui récompense un concept prêt à être déployé en boutique dans un centre de shopping. Le lauréat de ce prix bénéficie d'un accompagnement à la prise de bail d'un local commercial dans un centre de shopping Unibail Rodamco Westfield dans la limite de 400 000 € hors taxe. Nathalie Bala est toujours avec moi, coprésidente de la Redoute. Et donc le lauréat de ce prix, c'est Maxime Hubette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé de Daily Routine. Daily Routine que vous définissez comme un modèle de restauration du futur. Ça veut dire quoi, un modèle de
de restauration du futur. Tout à fait. C'est un food market urbain, en fait, dans lequel on va vraiment associer le physique et le digital. C'est-à-dire qu'on va commercialiser 3 marques ultra complémentaires. On a une marque de burger gourmet, une marque de street food asiatique et une marque de pokéball et de ceviche. Donc en digital. C'est très tendance tout ça. Hein. Ouais. Là, on est en plein dedans. On choisit pas évidemment les food types au hasard. Hein. On prend vraiment les choses qui fonctionnent et aussi qui sont dans les aspirations de notre chef, parce qu'on a un 3e associé qui s'appelle Emmanuel Cauchy, qui est un restaurateur, et on est vraiment des restaurateurs, et on est convaincu que le physique et le digital peuvent exister ensemble, et donc c'est vraiment la promesse de Daily Routine. Qu'est-ce qui vous différencie des dark kitchen ? On est assez loin dans l'exécution d'une dark kitchen. Nous, on se revendique comme une live kitchen parce que vous avez une vraie expérience retail chez nous. Il y a un point de vente où vous pouvez venir. On fait environ 30% de notre chiffre d'affaires en direct avec nos clients. Et quand vous passez votre commande, donc vous, si vous avez envie d'un burger, par exemple, ou d'un poké, vous allez voir les chefs préparer tous ces éléments devant vous. Et donc, il y a vraiment une expérience qui est immersive et qu'on veut à 360 degrés. Ça rejoint le côté omnicanal aussi qui était évoqué un petit peu plus tôt. Donc voilà encore on se différencie. Nathalie, vous faisiez partie du jury hier soir. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Alors déjà les entrepreneurs, parce que je pense qu'un entrepreneur qui est habité et qui incarne son projet, c'est déjà hyper important. Et vous étiez 2, vous n'étiez pas 3, mais vous étiez 2, et on sentait que voilà, ce projet était vraiment un projet très très important. Ensuite le concept de plusieurs en fait plats, de pouvoir choisir, de pouvoir avoir une cuisine ouverte, transparente, où en plus, ce que vous avez pas dit, des produits de qualité. Tout à fait. En plus, locaux. On a trouvé que le concept était très cohérent, très original et était vraiment très adapté pour trouver en fait une incarnation dans un centre commercial. Et en plus, alors je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous en avez discuté, mais en fait, ils se sont lancés à Lille. La Redoute est à Roubaix. C'est aussi une belle preuve que l'innovation peut venir de partout en France, Nathalie. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait 3 startups qui venaient de Lille. Il y a un Nord était très bien représenté. Il y a un terreau. La foodtech est quand même ultra concurrentielle. Moi, je me suis dit, c'est un peu dingue de se lancer sur ce marché en ce moment, non ? C'est très concurrentiel. Nous, on est convaincus que c'est le produit qui fera la différence. Quel que soit le mode de distribution, que ce soit du click and collect, que ce soit de la livraison, que ce soit du direct, on se concentre sur ce qu'on fait. On fait des marques avec des gammes très épurées, très qualitatives. On a une vraie démarche dans le sourcing du produit, comme vous le disiez. Et on est convaincus que les gens adhéreront, et c'est déjà le cas, parce que juste c'est délicieux. Et on va se concentrer là-dessus pour la suite. Comment vous est venue l'idée ? Moi, j'aime bien voir ce qu'il y a à l'origine du projet. C'est quoi ? L'origine du projet, donc on est 2 porteurs depuis 2 ans aujourd'hui, c'est beaucoup de voyages. On a écumé tous les food markets, food court, food hall possibles et imaginables, moi en Amérique latine, en Angleterre, au Portugal, et on a aussi vu en parallèle l'essor de ce nouveau modèle qui était la Dark Kitchen, et on s'est dit mais prenons les forces de chacun de ces modèles, donc l'excellence opérationnelle de la Dark Kitchen et le côté branché, lifestyle, très convivial du food market pour créer ce nouveau modèle Daily Routine, du coup, qui réconcilie digital et des physiques. Vous êtes lancé quand ? On s'est lancé le 12 juin 2020 à Lille, on n'a même pas un an. Vous n'avez même pas un an et vous vous êtes lancé en pleine sortie de confinement comme ça, comme chez nous, chez Bismarck, vous me direz, mais faut être un peu audacieux quand même. Alors on aime bien ça ici. Mais... on aime bien l'audace aussi chez nous. Alors l'idée on l'a eu il y a 2 ans, donc il n'y avait pas encore de sujet de Covid, parce que voilà, lancer un commerce, ça prend du temps. Mais ça aurait pu vous faire baisser les bras et ça n'a pas été le cas. Pour être tout à fait honnête, nous, ça nous a plutôt favorisé en cette période, parce que les gens sont énormément retranchés sur la vente à emporter, sur la livraison, et comme c'est vraiment notre domaine d'expertise aujourd'hui, on a plutôt tiré notre épingle du jeu de cette période. Super, félicitations à vous Maxime Huette, associé chez Daily Routine, Nathalie Balak, coprésidente de la Redoute. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va parler des enjeux RSE et durabilité dans le retail. Et pour parler enjeux de RSE et durabilité dans le retail, je retrouve Julie Villet. Bonjour de nouveau, directrice de la stratégie marketing et innovation chez Unibail-Rodamco-Westfield. Et Jean-Christophe, j'ai oublié de noter votre nom de famille. Alors, Jean-Christophe Jourde. Jourde, voilà, bonjour, comment allez-vous ? Voilà, il en fallait une, il y avait un trou sur ma fiche. VP RSE, Estée Lauder Companies ME.
EMEA ou IMEA, on va le faire à l'anglaise. Bon, alors pour commencer cette discussion, c'est vrai que il y a beaucoup de choses dans le retail qui ont évolué, je trouve, Julie. En discutant avec vous, en préparant cette cérémonie, je me suis rendu compte que peut-être je n'en avais pas pris la pleine mesure. En fait, on a beaucoup parlé de retail, de fast fashion. Vous, aujourd'hui, vous me dites, mais dans mes centres, il y a des kilo-shops. C'est de l'économie circulaire. La transformation des centres commerciaux, aujourd'hui, elle est dingue, en fait. La transformation des centres commerciaux, elle est dingue. Alors, pas chez tout le monde, mais beaucoup chez Unibail Rodamco Westfield. Et en réalité, c'est une nécessité puisque ça répond à la manière dont les gens veulent consommer différemment. Et ça répond à un enjeu auquel on est tous confrontés, de la nécessité de changer notre manière de consommer. Et c'est vrai que le retail, il est au cœur de la relation consommateur et production de biens de consommation. Et donc le consommateur, il a un pouvoir énorme dans sa manière de consommer, dans le choix qu'il va faire. Et nous, on veut accompagner ça chez Unibail Rodamco Westfield. 1, pour lui apporter une réponse à ses attentes. Et 2, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, il faut avoir des engagements pour générer de la préférence de marque, pour générer de la loyauté. Et donc, quand un acteur comme nous prend l'engagement d'installer un kilo shop ou de faire un partenariat avec la Croix-Rouge pour installer 9 boutiques inversées où on fait de la récupération de vêtements qu'on valorise pour ensuite le convertir en euros pour que la Croix-Rouge puisse travailler avec, ou qu'on installe des fermes urbaines sur nos toits, c'est parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse partie de la solution et pas juste du problème, et que c'est ça qui va générer de l'adhérence et de la fidélité à notre marque. Jean-Christophe Jourde, vous, chez Estée Lauder, votre premier rapport RSE, il date de 2007. Vous avez pris ce tournant il y a hyper longtemps. C'est dans l'ADN de vos marques aujourd'hui ? Oui, ça fait vraiment partie des valeurs. Le groupe a été créé par une femme en 1946. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe leader mondial dans la cosmétique haut de gamme. Nous avons 25 marques dans le portefeuille. On a 74 000 employés, 84% de femmes. Et donc, tous les sujets liés à l'engagement sociétal et environnemental nous tiennent à cœur depuis le début et la naissance du groupe. Donc des engagements sociétaux, c'est des engagements, par exemple, avec une marque comme MAC sur le sida. Depuis 1994, nous avons donné 500 millions de dollars à la recherche. C'est aussi le ruban rose, créé par Madame Lauder en 1992. Et également les sujets d'inclusion, de diversité, d'égalité et de parité hommes-femmes. Et il y a tout l'engagement environnemental qui évidemment nous tient très à cœur. C'est le consommateur, comme disait très justement Julie, qui pousse. Aujourd'hui, les études montrent que le consommateur est consommateur acteur. Et une étude qu'on a faite récemment en janvier montre que 88% aujourd'hui recyclent et 44% changent leur comportement. Ils sont prêts à dépenser plus pour une marque qui est engagée durablement, ils sont prêts à influencer leur pairs pour acheter différemment. Et donc, c'est effectivement le consommateur qui pousse et qui nous entraîne sur l'éco-conception et l'intégration de la sustainability très en amont. Mais ça doit tout changer quand on fait de la cosmétique en matière de sourcing, de packaging. Il a dû falloir revoir beaucoup de choses, non, j'imagine ? On revoit beaucoup de choses, à la fois en amont et à la fois en aval. En amont avec tous nos fournisseurs. Ouais. Quand on conçoit des boutiques, nous en avons une vingtaine avec Unibail Rodamco Westfield, dans la manière dont on conçoit le merchandising, la manière dont on opère les magasins, mais aussi très en aval avec le consommateur. On a par exemple amplifié un programme de retour de produits pour permettre le recyclage ou la transformation des plastiques en énergie. Donc on essaye d'intégrer ça dans le parcours consommateur avec des programmes de reprise de produits, avec l'intégration au cœur de la stratégie des marques aussi. Comment vous appréhendez, vous, ces questions-là ? Je pense notamment vous venez de mentionner le mot énergie, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a des bâtiments physiques, forcément, ça consomme de l'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes des consommateurs, elles sont différentes. Ils ont envie d'endroits peut-être plus verts, moins énergivores. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là ? C'est un vrai bon point. En fait, la question de la durabilité et du développement durable finalement des activités, il est vraiment avec l'ensemble des parties prenantes. Donc le client, les partenaires commerciaux et finalement l'ensemble des partenaires avec lesquels l'activité économique s'organise. Donc pour nous, c'est nos consommateurs, nos retailers, mais le personnel de nettoyage, les entreprises qui développent nos nouveaux projets, qui font des travaux de rénovation. Et c'est multi-parties prenantes et c'est au travers de toute la chaîne de valeur. Donc c'est bien de la
construction d'un nouveau projet, de la rénovation d'un bâtiment, et donc la question d'énergie, quel choix d'éclairage on va faire. Et typiquement, on travaille sur équiper toutes les parties communes, donc tous les mailles, tous les parkings, toutes les zones de circulation, c'est de la LED à 100% chez Unibail-Rodamco Westfield. Et quand je disais qu'on travaille avec nos parties prenantes, notre travail et notre engagement avec nos retailers, comme le groupe Estée Lauder, c'est de travailler à travers le contrat de bail sur l'équipement progressif dans les magasins d'éclairage LED et d'utilisation d'énergie verte. Donc c'est bien effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand je construis un bâtiment, est-ce que j'utilise du béton bas carbone ? Quand je choisis mes éclairages, quel type d'éclairage ? Quand j'achète de l'énergie, quel type d'énergie ? Quand je choisis un concept à mettre dans mon centre commercial, quel type de concept ? Et c'est l'objet du Grand Prix, d'aller choisir des concepts qui finalement attireront mieux le consommateur, mais qui soient aussi plus vertueux intrinsèquement. Il est vraiment là le sujet, c'est l'éco-conception. Plus vous travaillez en amont, moins vous avez à faire en aval en fait. Et donc c'est regrouper toutes les parties prenantes pour travailler et intégrer l'impact environnemental dès le début de l'écosystème. Y compris dans la conception de vos magasins, par exemple ? Bien sûr. Julie parlait d'éclairage. On a fait une étude dans un magasin Aveda à Cologne récemment. Il y a des couleurs qui prennent et exploitent plus ou moins d'énergie. Donc la qualité des luminaires, les couleurs des luminaires, les matériaux que vous mettez dans le magasin, tout ça, ça implique un impact sur l'énergie. Et en prenant ça en compte, on a réussi à baisser de 15% la consommation d'énergie. Voilà, juste avec une étude qui prend. Donc tout ça, ça joue. Julie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, dont je me souviens plus exactement. Mais si, en fait, ce que je voulais dire sur ce sujet, qui est en réalité un sujet complexe parce qu'il est protéiforme, c'est que nous, on a un engagement environnemental qui est extrêmement ambitieux dans le sens où on a dit entre 2015 et 2030, on veut réduire nos émissions de carbone de 50%. Quand on dit moins 50%, ça veut dire en réalité, si on descend dans le détail du plan d'action, que sur le développement de nouveaux projets, on va devoir faire moins 40% de carbone. Sur les opérations, donc le centre commercial qui vit tous les jours avec ses 3500 employés, avec ses 250 magasins, ça doit faire moins 80% de carbone. Et donc ça implique de travailler tous les jours main dans la main avec l'ensemble des partenaires. Et enfin, et c'est là que le programme est particulièrement ambitieux, ça implique que les visiteurs qui viennent nous voir, nos clients, utilisent des moyens de transport les plus verts possibles. Que les émissions de carbone liées à la visite soient réduites elles aussi de 40%. Si vous venez en voiture toute seule, c'est pas super. Si vous venez en transport en commun, comme vous n'allez pas décider à ma place comment je viens, alors comment vous faites ? Alors on essaye d'avoir des initiatives, par exemple, de promotion du covoiturage. Donc on a testé plein de solutions de covoiturage avec Blabla Lines, avec Caros, qu'on avait accéléré dans un programme pour start-up il y a quelques années. Mais aussi, ça c'est le consommateur, mais quand on revient à l'idée des parties prenantes, on travaille avec les villes dans lesquelles on est installé pour dire comment on travaille ensemble sur le développement de mobilité douce, comment on travaille ensemble sur le développement d'infrastructures de transport. Et c'est tout ça en réalité une réponse cohérente au sujet de la durabilité. Jean-Christophe Jourde, comment est-ce que vous communiquez sur ces actions aujourd'hui ? J'ai l'impression que pour qu'une marque existe, en plus dans la cosmétique qui est assez concurrentielle aussi, il faut vraiment qu'elle puisse afficher en tout cas des valeurs fortes. Oui, alors il faut qu'elle soit visible, mais il faut qu'elle soit vraiment vécue, il faut que ça fasse partie inhérente de la marque. On ne peut plus tricher. Et moi, ce qui m'a frappé dans les prix qu'on a vus hier, et cette partie fait soit partie intégrante du business model, soit vraiment, c'est même la raison d'être de l'entreprise. Donc on voit bien que toutes les marques qui ont été présentées hier ont ça vraiment en elles. Et c'est le cas de nos marques, toutes nos marques prennent ça en compte dès le début et on le communique par tous les moyens, en point de vente notamment. Quand le consommateur est dans les points de vente, il interroge notre staff sur les matières, sur la recyclabilité, sur notre engagement environnemental. Et donc, oui, il faut le communiquer. Et donc, il cherche de l'authenticité, il cherche de la transparence, il cherche un engagement à long terme. Et ça, les marques le font. On le fait au niveau des marques, mais également au niveau du groupe. Merci beaucoup Jean-Christophe Jourde. Je rappelle que vous êtes VP RSE Estée Lauder Companies EMEA et Julie Villet, directrice de la stratégie marketing et innovation Unibail-Rodamco Westfield. Il est temps de passer à notre troisième remise de prix. Une nouveauté cette année puisque c'est le prix coup de cœur du public. Et donc c'est une nouveauté cette année, la remise du prix coup de cœur du public. Unibail-Rodamco Westfield donne l'opportunité au grand public de plébisciter son concept favori grâce à un vote qui a été ouvert à tous ces dernières semaines. À la clé, un accès privilégié aux équipes de commercialisation, un accompagnement de visibilité également. Et pour remettre ce prix, j'accueille Catherine Barba, présidente de CV Group. Rebonjour Catherine. Rebonjour. Et
Alors, une entreprise qu'on a déjà vue avec un nouvel associé, puisque c'est Benjamin Cavrois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Daily Routine. Alors, 2e prix pour vous. Quel succès? Qu'est-ce qui vous vaut cette reconnaissance du public? Écoutez, a priori, on est les premiers surpris, mais surtout hyper contents de nous voir remettre ce prix. Un concept qui se veut innovant, qui se veut axé sur une nouvelle expérience client, sur un produit qui est qualitatif. On a l'impression qu'il y a un super match qui se crée entre Daily Routine et Unibail-Rodamco Westfield. On a eu l'occasion de défendre les valeurs de Daily Routine qui s'entremêlent complètement avec celles de oui, Julie nous disait tout à l'heure que la Food & Beverage, c'était 15% des commerces chez eux. Donc effectivement, vous aviez, j'imagine, tout à fait votre place. Mais vous avez mobilisé votre communauté pour ce vote? Comment vous avez fait? On a essayé de mobiliser... On veut tout savoir. Moi, je veux tout savoir. Écoutez, on a mobilisé les amis, la famille, nos réseaux sociaux, on a envoyé des mails, on a insisté pour que des comptes soient créés pour nous donner des votes. En fait, on a juste une énergie de dingue à donner à ce projet. On est passionné depuis le jour 1 et je pense que c'est ça qui paye, c'est juste la passion et l'énergie qu'on met au quotidien dans Daily Routine. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Catherine, mais c'est les entrepreneurs, quoi. Mais c'est vrai. Hein. L'incarnation, elle compte quand même au-delà. C'est sûr. En fait, c'est ce que disait tout à l'heure Nathalie Bala de La Redoute quand elle remettait le prix du jury à ton associé Maxime. Elle disait, ce qui nous a séduit, sont d'abord les entrepreneurs. Mais c'est vrai. Tu vois, les 8 finalistes étaient vraiment fantastiques. Mais il y a une chose qui nous a marqué tous, c'est votre énergie à tous les deux. Tu vois, c'est ce qui fait le succès d'une boîte au fond, sont quand même les qualités entrepreneuriales avant tout. Hein. Tu vois, et c'est pas l'intelligence, c'est le courage. Et c'est de voir dans un risque une opportunité. Aujourd'hui, quand tu fais une activité de restauration, à l'époque Covid-ish qu'on est en train de vivre, c'est courageux, tu vois. Et cette passion dont tu parles, et l'autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'était quand tu vous parlais de toi, particulièrement du client. Ouais. Et ça fait toute la différence. Ouais. L'amour du client, et c'est pas simplement des paroles, donc je sais pas comment vous les vivez au quotidien, mais ça nous a touchés, et je pense que ça a touché aussi aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que notre réflexion, elle est partie du client, elle est partie de nous, en fait, en tant que client à l'origine du projet. On s'est dit qu'il fallait proposer une nouvelle expérience, il fallait que la qualité du produit soit là, que l'expérience, le client qui vient commander chez nous, il a envie de voyager, il a envie de passer un bon moment, il a envie de se régaler, il a envie de se marrer. Bref, il a juste envie de casser, on va dire, sa routine, son train-train du quotidien. Et c'est juste l'ADN de Daily Routine, c'est notre client. C'est pareil pour Unibail-Rodamco Westfield. Et c'est là-dessus qu'on s'est dit que intégrer demain un centre commercial de Unibail-Rodamco Westfield, c'est pouvoir moderniser, on va dire, via le concept Daily Routine, cette expérience client. Puis il y a un vrai momentum aussi, parce que c'est vrai qu'après tout ce qu'on vient de vivre, aller dans un endroit qui te fait voyager sans prendre l'avion, c'est quand même pas mal. Ouais, là, je pense que ça aussi joue en votre faveur. Exactement. Donc, il faut toujours être au bon endroit au bon moment, et c'est ce qui vous est arrivé. On espère que ça va aller encore plus loin, mais on est juste... mais à propos d'aller encore plus loin, j'ai cru comprendre que vous étiez en pleine levée de fonds. Oui, exactement. On a une grosse ambition, beaucoup d'énergie à donner, à revendre. On est convaincu en fait par la pertinence du projet. Notre objectif, donc avec Maxime, c'est d'ouvrir 3 nouvelles villes, 3 nouveaux points de vente dans l'année qui vient, d'ici à juin 2022. Et ensuite, on a un rythme encore plus soutenu qui viendra derrière avec 7 ouvertures, puis 10. On reste humble, on reste entrepreneur, on doit apprendre aussi notre métier. Donc, pas à pas, exactement, il ne faut pas se brûler les ailes. Donc, on veut rythmer ça parce que ça nous éclate, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Donc, step by step, exactement. Merci beaucoup et félicitations à vous, Benjamin Cavrois, associé Daily Routine, Catherine Barba, présidente de CV Group. Merci d'avoir été avec nous. Je vous libère puisque c'est l'heure de notre dernier prix, le Grand Prix Unibail-Rodamco Westfield.
il est l'heure de clôturer cette émission par le Grand Prix Unibail-Rodamco Westfield qui récompense un concept qui a retenu l'attention de l'ensemble du jury, qui est prêt à être déployé en boutique dans un centre de shopping. Le lauréat de ce prix remporte un accompagnement à la prise d'un bail d'un local commercial dans un centre de shopping Unibail-Rodamco Westfield dans la limite de 1 million d'euros hors taxe. C'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Merci Jean-Marie Tritan, président du directoire Unibail-Rodamco Westfield. Et donc ce Grand Prix, c'est Sarah Pouchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Product Marketing and Communication chez Unbottle. C'est des cosmétiques solides, Unbottle. Absolument. C'est ça. Et on parlait tout à l'heure de durabilité. Vous, ça a été le présupposé dès le départ de votre business? Oui, nous, c'est vraiment consubstantiel de notre ADN, on va dire, si je peux parler grands mots. Ouais. C'est notre raison d'être, c'est vraiment de remplacer les 360 millions de bouteilles en plastique qu'on jette tous les ans en France dans les salles de bain. Je dis un truc pour les gens qui ne sont pas avec nous en plateau, mais ça sent très très bon en fait. Il y a une odeur, c'est un truc de c'est incroyable. On parlait du sensoriel, on parlait de l'innovation. Enfin, donc l'éco-responsabilité, elle est là, et le sensoriel est exceptionnel. Donc le produit dans une boutique, ça va être top. Vous avez 11 mois d'existence et j'ai eu l'impression que vous avez eu un décollage assez fulgurant. Vous pouvez nous raconter? Alors en fait, on a finalement bénéficié un tout petit peu du contexte, dans le sens où on a fait du coup que travailler, puisqu'on était enfermés chez nous. Donc on a mis les bouchées doubles pour lancer ce projet qu'on a lancé donc le 10 juin dernier. Donc ça va faire 1 an l'année prochaine et la semaine prochaine, pardon. Ouais. Et donc oui, on a eu un décollage, on a rencontré notre public. On est très très contents. Je pense qu'on était vraiment arrivé au bon moment après une prise de conscience pendant la crise d'un enjeu écologique assez majeur et au fait que du coup on proposait une alternative aux produits en bouteille. Mais j'ai l'impression quand même que ce sont les produits cosmétiques solides aussi, hein, quelque chose où on voit pas mal d'acteurs émerger. Comment est-ce que vous allez faire la différence? Alors nous, notre ambition, c'est vraiment de proposer des produits solides qui sont aussi bien que des produits en bouteille. Ouais. Donc aussi bien, ça veut dire aussi moussant, aussi agréable à utiliser, aussi parfumé, aussi efficace. Et manifestement, cette offre-là était à prendre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils avaient essayé d'autres produits solides et qu'ils préféraient les nôtres. Et vous avez calculé le nombre de bouteilles en plastique, par exemple, qu'on peut économiser avec vos produits? Alors là, en 1 an, on a fait économiser 750 000 bouteilles avec les produits qu'on a vendus, déjà. Ah oui. Alors on est loin des 360 millions total. Là, c'est simplement gel douche et shampoing. Et chaque produit est équivalent à 2 à 3 bouteilles de 250 ml, donc chaque produit unitaire. Et nos maxi formats sont équivalents à 6 bouteilles. Alors moi, j'aime bien aller creuser derrière. Ça nécessite beaucoup de R&D? Alors, oui, ça a nécessité 1 an de développement sur ces formules pour vraiment arriver à quelque chose qui soit aussi bien et d'un point de vue de la performance, donc pour avoir des beaux cheveux, pour avoir une belle peau, et de la point de vue de la sensorialité, c'est-à-dire aussi agréable à utiliser, qui sentent aussi bon. Donc ça, c'était tout l'enjeu, c'est de proposer des produits qui ne soient pas des simples savons. Parfois, on nous taquine en nous disant bravo, vous avez réinventé le savon. Et donc, on précise que ce ne sont pas des savons, ce sont des formules solides, mais sans savon. Donc, c'est travailler sur le pH des formules, notamment, avoir un pH proche de celui de la peau ou du cuir chevelu pour et même en matière de sourcing, ça doit être... Alors oui, on a sourcé les matières premières. Évidemment, tout est fabriqué en France. Le plus possible, on source les matières premières aussi en France. On a de l'huile d'amande douce en Provence, on a de l'huile de cameline de Gascogne. On fait tout un travail sur le sourcing des matières premières. Les parfums qui sont 100% naturels sont fabriqués à Grasse, par un parfumeur expert des matières premières naturelles et qui les fabrique dans la plus pure tradition artisanale. Donc voilà, c'est vrai que c'est un enjeu de développement c'est notre enjeu principal. Jean-Marie Tritan, qu'est-ce qui a séduit le jury dans Unbottle? J'ai envie de dire tout. Le produit, hein, déjà quand on l'a vu et senti. Hein, ah oui, là pour l'odeur, je peux vous dire, pour l'odeur, c'est très bon. C'est exceptionnel. L'énergie de Sarah et de son associé, le travail, la finition, même sur le packaging, le fait que nous on sent bien, parce qu'on le voit par ailleurs dans ce qui se passe dans nos centres, que ça correspond à une attente des consommateurs qui n'existe pas. On a quelques opérateurs qui font du savon pour le coup sans emballage, mais là on est sur un autre produit, on a une profondeur et une largeur de gamme aussi qui est assez impressionnante et tous les nouveaux produits qui vont arriver. Beaucoup aimé le côté innovant aussi, jusque dans le petit porte-savon intelligent ou smart, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, mais donc on sent là qu'il y a vraiment d'abord beaucoup de travail, très clairement, une précision aussi sur ce que l'on veut atteindre, cette éco-responsabilité qui est au cœur
du projet. Le côté aussi sourcing local qui est important pour nous, parce que ça permet de développer aussi l'écosystème autour de nos centres. Et nos centres ont un gros impact évidemment économique et social, et donc on y est très sensible. Donc le projet dans son ensemble, la façon dont il a été construit, le fait qu'il se soit lancé aussi sur le digital dans cette période de crise et qu'il ait ce niveau de réceptivité donne un fort indicateur de l'attente de ce produit aussi par nos clients. Donc ça réunissait tous les attendus d'un succès évident. Donc on n'a pas hésité une minute, et là ça a été l'unanimité du jury. Jean-Marie Tritant parlait de gamme de produits assez large. Donc, si je comprends bien, ça ne se résume pas au shampoing et au gel douche. Non, alors on a commencé par ces 3 produits, dans l'optique d'avoir vraiment toute la routine corps, visage, cheveux. Mais ensuite, on a développé, donc déjà on a sorti les grands formats, on va sortir aussi des formats voyage, on va sortir d'autres types de shampoings pour d'autres types de cheveux. Là, très prochainement, un produit pour bébé aussi. Et on va continuer à décliner sur le soin du corps, de la peau et des cheveux, pour pouvoir remplacer une à une toutes les bouteilles de votre salle de bain par un produit solide aussi efficace et agréable à utiliser. Et aller en boutique, avoir un lieu physique pour vous, c'était important ? Hyper important, hyper important. Nous, on ne croit vraiment pas au modèle 100% en ligne. Déjà, pour un produit cosmétique, vous parlez des parfums, nous, c'est vrai que c'est très dur de faire sentir à travers l'écran, même si on a réussi à convaincre beaucoup de gens en e-commerce, on pense qu'on arrivera encore mieux à les convaincre en physique. Et on pense qu'aujourd'hui, on n'oppose pas du tout physique et digital, ils sont la continuité l'un de l'autre. Et on voit, là, les gens sont trop heureux de retourner en boutique après la fermeture pendant le confinement. Donc nous, on a hâte de vraiment pouvoir proposer l'expérience Unbottled dans un point de vente physique. Jean-Marie Tritant, comment vous le trouvez alors, ce cru de cette 14e édition du Grand Prix Commerce ? Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. D'abord, très rafraîchissant pour nous, qui avons passé beaucoup de temps à préparer la réouverture de nos centres, à refermer nos centres, à les réouvrir. Très impressionné par l'énergie qui s'est dégagée de tous les candidats. Le niveau aussi d'innovation et je trouvais aussi une leçon exceptionnelle de se dire, en fait, dans une crise, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense qu'Unbottled a su les saisir, mais tous les candidats qu'on a vus ont travaillé aussi pour transformer cette crise en une véritable opportunité pour eux. Le fait de se lancer, certains se sont lancés en plein milieu de la crise. C'est quand même beaucoup de vision sur le futur et d'avoir une vision plutôt positive du futur qui, évidemment, nous emporte aussi. Donc, exceptionnel pour nous et de se dire la vitalité du commerce, elle est là. La pertinence de nos centres et de ce que l'on peut apporter à ces jeunes créateurs d'entreprises pour accélérer leur développement, faire de l'acquisition client et les exposer aux clients qui sont en attente de ces produits. Ça donne beaucoup de joie et puis d'énergie pour aller développer les prochaines générations de commerçants. Merci beaucoup Jean-Marie Tritant, président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield. Encore toutes nos félicitations. Sarah Pouchet pour Unbottled. Je vais rappeler quand même tous les lauréats. The Blonde Cactus qui remporte le prix Pop-Up, Daily Routine, prix boutique et coup de cœur du public. Et puis donc Unbottled, Grand Prix Unibail Rodamco Westfield. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un très bon moment sur Bismart.